Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurée Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Cette semaine, la chaîne propose une semaine spéciale Stranger Things, mais pour cette rubrique consacrée aux chroniques judiciaires, on va se déconnecter un petit peu de Stranger Things puisque ce sont quand même des faits criminels qui sont assez graves que je vais vous présenter ici. Donc c'est pas lié à la semaine Stranger Things. Tout ce qu'on aurait pu souhaiter aux protagonistes, puisqu'il y a des enfants dans cette affaire que je vais vous présenter là, ça aurait été qu'ils trouvent des ressources pour affronter l'effroyable destin qui fut le leur. Comme on dit sur les réseaux sociaux, Rest in Peace. Et je vais donc vous parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, je vais commencer par reprendre un petit peu cette affaire. Je ne vais pas tout expliquer, enfin surtout qu'il y a eu des éléments nouveaux qui ont été communiqués au public, puisque ça s'est passé en 2011 et qu'on est aujourd'hui en 2022, il y a 11 ans donc. Et que bon, je vais pas tout reprendre, c'est pas le but ici. C'est plus un peu d'interroger et par rapport à cette peur, puisque effectivement, il va être question de peur dans cette histoire. Et on va aller au-delà de la peur, du coup. Donc on est un peu hors cadre, mais bon, c'est aussi ce qui peut se passer avec les chroniques judiciaires. Euh, C'est-à-dire que c'est l'effroi vraiment qui caractérise cette histoire. Bien sûr, quand on apprend ce triste sort qui a été réservé à cette jolie famille, euh, on ne peut pas s'empêcher de se dire, mais mince alors, mon voisin serait-il capable de faire ça ou quelqu'un dans mon entourage, tellement ça paraît inconcevable. Donc voilà, on côtoie peut-être un petit instant la peur, mais c'est surtout au-delà, c'est l'effroi de se dire, mais c'est effroyable cette histoire, ce qui s'est passé. Donc en avril 2011, je rappelle ça rapidement, un quintuple meurtre a lieu à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès, que j'appellerai XDDL parce que c'est quand même un nom à rallonge, donc on va abréger, fuit la ville des Ducs de Bretagne. Quelques jours plus tard, les services de police sont prévenus par une commerçante du quartier où vivait cette famille qu'il n'y a plus signe de vie dans cette maison habituellement pleine d'allées et venues, puisqu'il y a plusieurs enfants, 4 précisément. Les policiers investissent les lieux et une enquêtrice est interpellée par la position étrange de la gamelle du chien. Elle sollicite donc que l'on regarde un peu plus attentivement la terrasse. Les témoignages, les factures et les échanges avec les établissements scolaires et l'entourage parlent. 5 corps sont découverts ensevelis avec religiosité sous cette terrasse. À ce jour, XDDL n'a pas été retrouvé et la vie de cette famille a été passée au peigne fin, exposée parfois de manière un peu trop abrupte dans la presse et les médias. Au-delà de la peur d'être confrontée à ce type de situation, la France ressent de l'effroi. À ce jour, la question demeure. Où est Xavier Dupont de Ligonnès? Est-il toujours en vie? Sera-t-il retrouvé un jour mort ou vif? Que pourrait-il nous apprendre s'il était retrouvé? Les pistes et les questions en suspens sont assez nombreux dans cette affaire. Toujours en cours à ce jour, l'enquête passionne tant les pistes sont multiples. Alors je vais reprendre ici les pistes qui ont pu être avancées et qui le sont moins et celles qui restent quand même la priorité, celle de la fuite du coup. La première piste qui était avancée et qui a été étudiée, c'est non pas celle de la fuite de Xavier Dupont de Ligonnès, mais la fuite de toute cette famille aux États-Unis pour un travail qui serait lié avec des services secrets et donc qui justifierait un départ assez précipité et le fait qu'il coupe ensuite tout lien avec son entourage. Donc, ce qui peut accréditer ça, à la limite, dans cette histoire, ce sont les écrits de Xavier Dupont de Ligonnès,
mais c'est des écrits qui n'émanent que de lui et de personne d'autre. Donc c'est un peu compliqué d'être à la fois cru sur ce point-là et à la fois soupçonné d'avoir commis ce quintuple meurtre. Autre argument qui a avancé pour étayer cette thèse-là, c'est plutôt par sa famille à lui. Dans un premier temps, je ne sais pas si elle maintient toujours cette thèse-là, ce serait que la taille des corps ne correspondrait pas à celle des disparus. Donc, je ne sais pas s'ils maintiennent toujours cette thèse, mais ça apparaît tout à fait peu probable, puisque le travail des services de médecine légale est quand même de vérifier ce genre de détails. Et à mon avis, il y a une explication tout autre qui doit et qui peut être apportée sur ce point. Donc, pour reprendre, il y a pas mal de reportages, documentaires, même une fiction qui a été faite autour de cette affaire. Ce que je vais vous relayer ici, c'est ce que dit Jean-Marc Bloch dans Non élucidé. Il livre à Arnaud Poivre d'Arvor son analyse sur cette piste, que moi je trouve tout à fait satisfaisante. C'est peu probable qu'il y ait une erreur de la sorte qui n'ait pas été relevée, c'est-à-dire que les corps ne mesurent pas les bonnes tailles. Et dans ces cas-là, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, si c'était vraiment un départ inopiné, un peu en secret aux États-Unis, pourquoi les enquêteurs depuis ce temps n'auraient pas retrouvé des pistes ou des soupçons de pistes émanant d'autres membres de la famille sur ce point? Notamment des enfants, on sait tous que voilà, même s'il y a des départs un peu en catimini, il y a toujours un ami, un meilleur ami qui est au courant. Enfin, on retrouve toujours ce genre de choses-là. Autre chose également, dans une telle hypothèse, qui seraient les 5 personnes dans ces cas-là? Et que dit les tests ADN qui ont forcément dû être effectués si les services enquêteurs évacuent cette piste? C'est que elle n'est pas du tout crédible en fait. Donc la deuxième thèse qui a été envisagée, qui est sans doute la plus probable, c'est un meurtre et dont le mobile semblerait être l'endettement de Xavier Dupont de Ligonnès, qu'il aurait caché pendant plusieurs mois à sa famille et qu'il n'a pas réussi à assumer en fait il n'a pas réussi à assumer cette faillite personnelle et du coup ça l'aurait conduit à des cheminements personnels assez complexes et qui l'ont conduit à commettre l'irréparable. Voilà. Donc son endettement, quelle est l'origine? Bah, il y a des dettes professionnelles, d'après ce qu'on dit, mais ça on peut s'en relever, la loi française le permet, enfin, c'est quand même assez à tempérer. Mais il avait aussi des dettes personnelles assez importantes. Il aurait emprunté de l'argent à une maîtresse. Moi, dans tous les reportages et les articles que j'ai pu lire à ce sujet, je trouve que on reste assez discret sur cette personne. Et c'est vrai que, bon voilà, pour les plus passionnés, on se pose un peu la question, mais qui est-elle? Y a-t-il des éléments qui permettraient de recouper cela et si oui, lesquels bon, parce que comme je viens de vous le dire, on peut aussi les tempérer, ceux qui sont avancés dans la presse. Et quel rôle elle aurait pu jouer dans tout ça éventuellement? Est-ce que ça a été envisagé? Comment? Bon, voilà, les services sont un peu taiseux là-dessus, mais bon, voilà, pourquoi pas. Alors, d'un point de vue criminologique, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est son mode opératoire et la manière dont il fait disparaître les corps. Effectivement, l'ensevelissement des corps, euh, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais bon, si vous êtes habitué aux enquêtes criminelles et à la criminologie, euh, loin de moi l'idée de vous choquer, mais il y a un côté plutôt féminin que masculin, je trouve. Euh, et c'est toute la difficulté pour un criminologue qui se penche sur cette affaire, j'imagine, c'est qu'on remarque qu'ils ont été ensevelis avec un soin particulier que l'on pourrait presque qualifier je veux pas choquer non plus, mais c'est l'adjectif qui conviendrait, de maternel.
D'un autre côté, cet argument-là, il peut être contrebalancé par le fait que ce serait tout aussi explicable par un ensevelissement par le père de la famille, qui en plus est quelqu'un d'une grande religiosité. D'où bah, tout ce soin que, à première vue, on peut se dire, oh là là, c'est tellement soigné que ça paraît peu probable que ce soit un grand gaillard qui ait fait ça. Mais voilà, si le grand gaillard en question est le père de famille et qu'en plus la foi est un élément assez impactant dans sa vie, ça contrebalance cette première approche-là. Par rapport à la religiosité qu'il y a dans l'ensevelissement de ces corps, moi ça m'a fait penser au rite funéraire des ensevelissements de traditions vraiment très très anciennes. Qui peut, ça peut être aussi corroboré par le côté méthodique qui ressort de la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès et par la famille à laquelle il appartient aussi. Parce que finalement, il a pris grand soin de faire ça avec beaucoup de respect, si c'est lui qui l'a fait. Comme si quelque part il y avait dans l'effroyable quand même des codes et des règles à respecter. Voilà.